lorsque j'étais en Espagne. En Espagne, j'étais aussi. J'étais sur une montagne. Sur la montagne, j'étais aussi. Lorsque j'étais en Sicile. En Sicile, j'étais aussi. Il y avait un imbécile. Un imbécile, j'étais. Allez, vas-y. Vas-y. J'ai un imbécile peut-être moi, non? Ben, j'ai jamais dit ça, moi. Non, mais tu me fais dire, je suis un imbécile aussi, moi je dis pas ça. Mais non. Comment, mais non? Mais si. Mais non. Tu me dis... Oui. Quand je dis qu'il y avait un imbécile, ben, t'as qu'à répondre, t'étais tout seul dans le pays. Je peux? Mais oui. Je peux? Et naturellement. Merci. Ça pas de quoi. Embrasse-moi. Non, mais t'es fou, non? Lorsque j'étais en Sicile. En Sicile, j'étais aussi. Il y avait un imbécile. Mais moi, j'étais déjà parti. Oh, regardez-moi. Alors là, on peut rien faire avec lui. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 38. Cette semaine émission fatalité, pourriture et passion. Ici, la pensée reste claire, libre et sans tabou. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, elle ne sera jamais au garde à vous. Elle résiste, elle tient le coup, même sans lumière, sous les verrous. On préfère de loin mourir debout que de vivre à genoux. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez évidemment compris, il y a cette citation du groupe La Canaille, un groupe de hop-hop du milieu des années 2000. Suivi d'une détonation tonitruante. Donc nous parlerons d'Homme à genoux ce soir à l'occasion de la sortie, il y a plusieurs mois déjà, à l'automne dernier, chez Artus Film, de Un homme à genoux, Un uomo in ginocchio, de Damiani, film de 1979. Et enfin, nous parlerons du film Baby de Marcello Caetano, sorti dans les salles françaises il y a un petit mois, film brésilien. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest au complet, ça faisait longtemps. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Mais il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Marco. Coucou Marco, qui vous fait un grand sourire. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda local pour commencer, eh bien les deux grosses informations, c'est le mercato du docteur Erwan ce week-end, voilà, qui a déménagé des milliers, je dis bien des milliers de produits culturels, mais d'une qualité incroyable, dans un nouveau logement. Pas tous. Voilà. Donc tu es fourbu, fatigué, mais pourtant tu as vu les films malgré tout, oui, professionnel jusqu'au bout. Malgré la douleur qui l'accable. Et je ne me suis pas endormi devant les films, parce qu'ils étaient bien. Malgré la fatigue, les bleus, les coups, tout ça, l'humiliation permanente. Voilà. Non, ça c'est. En plus, il faisait chaud. Oui, exactement. Oui. Terrible. Oui. Je suis juste victime d'une bipolarité locative pour l'instant. C'est-à-dire que je n'ai pas encore l'impression d'être dans mon nouveau chez moi. Au milieu des cartons, quoi. Ça va venir. Vivement la crémaillère. Ça viendra. Oui. Il y aura. Très bien. Mais vous ne serez pas invités, les gens, à la radio. Sauf ceux que je connais. Attention. Tout ça parce qu'on était pas au déménagement. Ouais. Ah bah, il y aura deux crémaillères. Il y aura ceux qui étaient au déménagement qui auront le droit au luxe, puis les autres qui auront le droit des curly et des restes de pizza froide et des croûtes de pizza froide. Et puis voilà, c'est bon. Merci docteur. L'autre information importante évidemment, c'est la performance des Rennais parisiens ce week-end. Oui. Bon, on s'en fout un peu de la victoire de Paris, mais tout à fait. Mais
nos anciens ont brillé. Oui, c'est ça. Voilà. Ça a tututé dans les rues de Rennes jusqu'à 2h du matin, en tout cas. J'imagine. Et ça aussi fait du pimpon de police. Je n'ai pas vu, j'ai juste entendu, mais j'ai entendu du... Voisin vigilant. Voilà. Toujours. J'ai entendu du pimpon et du ouais. Du ouais. Voilà. Terrible. Rennes jusqu'à Paris, ça me dégoûte. Ah là. Ce nationalisme me dégoûte. Enfin bref, pour revenir au cinéma, nous vous rappelons que ce dimanche, dans le cas des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort à 20h15, ce sont donc les aventuriers de l'Arche perdue. C'est bien vrai, mais oui, j'allais oublier ça, j'y serai. Mais oui, très bien. Bah, oui. Et le 29 juin, il y aura Indiana Jones et le Temple maudit. Mais oui. Donc voilà, vous venez nombreux et nombreuses pour le voir, peut-être même appeler pour réserver, peut-être que moi je vais réserver ma place pour les deux, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr. Hein. Du Indiana Jones, ça va très très bien. Ça va être mortel. Sinon, ce jeudi au Ciné TNB, c'est un nouveau blind test organisé une fois plus par nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, 19h. Vous voulez venir, docteur ? On verra, mais pourquoi pas. On peut faire une petite équipe pour niquer tout le monde. Mais pourquoi pas, ouais. Alors, pourquoi pas. D'accord. Ça peut se faire. Très bien, on se redit. Donc voilà, ce jeudi au TNB. Sinon, lundi prochain, à l'Arvor, toujours. Oui, d'accord, oui, comment s'appelle ce cinéma déjà Oui, l'Arvor, voilà, c'est ça. Je galère un peu. C'est cela. Donc, est sorti la semaine dernière un nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, il en sort un nouveau demain. La semaine dernière, l'Arvor a repassé Cure et lundi, ils vont repasser Kairo. Et comme je le disais la semaine dernière, ne comptez pas non plus sur moi pour aller le revoir, ça fait beaucoup trop peur. Kairo, ça fout les jetons. Moi, je l'ai vu au Ça Cinoche. fout la peur. J'ai le souvenir d'une séance qui était présentée par Stéphane Leroux il y a des années de ça, qui avait fait une analyse du film. C'était très bien. C'était très bien. Terrible. Mais par contre, c'était angoissant comme tout. Je me liquéfiais sur mon siège. C'était angoissant comme tout. C'est très bien, mais ça fait beaucoup trop peur. Il va rester un peu là, le premier Kurosawa, il reste pas qu'une semaine. Hein. Non, et nous en reparlerons la semaine prochaine. Ouais, parce que j'ai bien l'intention d'aller voir les trois, je sais pas pourquoi, je me dis qu'il a l'air de revenir à des petits machins un peu série B, un peu à l'ancienne, tu vois, un peu moins vaporeux, on va dire, que ces derniers films, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc justement, sortie nationale demain sort Cloud de Kiyoshi Kurosawa. Dans un tout autre genre, il y a une comédie française, un peu genre de comédie MK2 qui s'appelle Le Répondeur avec Denis Podalides. Qui engage un mec pour faire son répondeur. Mais l'acteur qui joue avec lui est bien, je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Mais il est cool. C'est pas l'acteur qui jouait dans L'Abordage ? Ah, peut-être. Ah, oui, peut-être. Je me demande si c'est pas l'acteur qui jouait dans L'Abordage. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je sais pas si c'est bien, mais écoute, le duo d'acteurs, en tout cas, me semble pas mal. Si tu veux, tu iras voir. Si tu veux qu'on parle de comédie française. Je sais pas si j'aurai le temps de tout voir parce que j'ai prévu. Je sais, vous allez m'engueuler, hein, mais j'ai prévu quand même d'aller voir le Wes Anderson par sécurité. Un Wes Anderson de sécurité. Un Wes Anderson de sécurité, j'ai déjà fait avec le Cronenberg, donc voilà. Fidèle. Je reste fidèle quand même quand j'aime un peu moins. Je reste. Et puis il y a Benicio del Toro, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Non, mais écoute, moi aussi, je suis fidèle. Là, j'ai vu que vient d'entrer en tournage Cocorico 2 avec Clavier et Bourdon. Alors, Clavier avec une moustache dedans. Tu vends du rêve. Ça promet. Tu vends du rêve. Mais ça, nous en reparlerons en temps voulu. Quand chaque chose en temps. Exactement. Oui, puis il y a le Mission Impossible que j'ai pas vu non plus. Ah oui. Bah non, je suis en retard. J'étais occupé à y faire des choses, faire des choses dans des cartons, donc je ne peux pas tout faire. On ne peut pas savoir ce que tu fais dans les cartons. Ouais. Non, je me suis pas mis moi-même dans un carton. J'ai mis des choses dans des cartons. Toutes mes vidéos porno. En VHS. Oui, bien sûr. Évidemment. Collectionneur. Voilà, collectionneur, jusqu'au bout. Sinon, sort demain Ballerina, qui est un spin-off de John Wick avec Ana de Armas. Sans moi. On n'aurait rien à foutre. Je passe. Il y a un film avec Anthony Hopkins qui joue Freud, la dernière confession. C'est non. Ça sent la naphtaline, ça. Ah oui. Il y a un documentaire qui s'appelle Fragment d'un parcours amoureux. Sur un peu un genre de high fidelity, mais sur quelqu'un qui revient sur ses histoires d'amour passées en faisant jouer par des comédiennes et comédiens, genre Alain Mouglalis, tout ça. Un film beau et touchant. Et pas nombriliste du tout. Quoi. Du tout. Sinon, il y a un documentaire de Alex Poukine qui s'appelle Le Sauve qui peut sur l'hôpital public en France. Ça a l'air très bien, mais ça a l'air évidemment pas fun. Ça va être déprimant, ça encore. Il y a le nouveau film de l'immense metteur en scène indien Mani Ratman, Thug Life, qui sort en salle aussi, mais je ne sais pas si ça passera à Rennes, parce que ce garçon fait des films depuis 40 ans, il est toujours dans une forme exceptionnelle et on remonte à plein de petits jeunes, donc j'aimerais beaucoup voir ça. Et sinon, il y a un documentaire, Les dernières grandes transhumances, sur un troupeau de moutons qui va genre du sud de la France jusque dans les Alpes, et c'est narré par Hugo Frey. Un film de berger. Voilà. Il y en a eu pas mal cette année, des films de berger. Oui, c'est vrai. On est au moins au 6e ou 7e film de berger. C'est ça, c'est le retour à la Terre, Terre qui ne m'aime pas.
Qui ne mange, non, qui ment pas. Ah non. Jamais. Jamais. Et avec des moutons dessus en plus. Et Hugo Frey. Toujours pas mort. Hein. Mais tant mieux pour lui, écoute. Oui, pour lui. J'ai rien contre vieil Hugues. Hein, il a comme 95 balais. Ouais, c'est notre Clint Eastwood. Putain, la vache. C'est nous, le Bob Dylan. Alors, j'espère surtout qu'il ne mourra pas après Bob Dylan, parce que sinon ça veut dire qu'on aura Hugo Frey partout pour dire à quel point c'est mon copain Bob Dylan, alors que Bob Dylan s'en fout. Mais Bob Dylan n'a pas d'amis de toute façon. Si. Toi, oui. Neil Young. toi voilà, et Neil Young. Quoi, voilà, exactement. Enfin bref, nous allons... pas mal de choses quand même, finalement. Oui. Nous allons donc passer à la section critique de cette émission. Nous allons nous diriger vers la Sicile de la fin des années 70 avec Un homme à genoux. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Franco Manino avec le thème de Un uomo in ginocchio, donc Un homme à genoux, film de Damiani datant de 1979, qui est ressorti à l'automne dernier en Blu-ray chez Artus Film. Film que moi pour le coup j'ai découvert récemment. On se dit ça serait quand même pas mal de rattraper ça, parce que ça m'a fait, comme on dit, un effet bœuf. Donc film un peu de queue de comète du polar italien, donc le poliziotesco des années... c'est plus du film de mafia que du polar, oui, techniquement, mais ça se rejoint quand même. Mais oui, c'est des deux faces de la même médaille. Donc où Giulio Gemma joue un ancien voyou qui est sorti de prison et qui essaye de reprendre, on va dire, une vie de citoyen lambda en tenant une petite boutique de fruits et de limonade dans les rues de Palerme. Mais malheureusement, son passé va le rattraper, parce que ce que le film nous expose assez clairement et d'une manière froide et implacable, c'est que malheureusement on ne peut pas échapper, même si on veut vivre une vie on va dire légaliste, à l'emprise du système mafieux dans tous ses aspects, à la fois dans les implications politiques et puis sociales. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la pieuvre, donc. Et le personnage de Giulio Gemma va se retrouver emmené dans une intrigue mafieuse et une déferlante de violence auquel malheureusement il ne peut pas échapper. Et cette déferlante de violence est notamment représentée par un jeune mafieux intrigant et étonnant, incarné par Michele Placido, qu'on connaîtra plus tard aussi comme comédien dans d'autres réalisateurs aussi, et comme metteur en scène, donc notamment qui avait fait Romanzo Criminale, voilà, et qui jouait dans plusieurs autres polars italiens, on va dire, petite reprise au milieu des années 2000. Donc Damiano Damiani, on le connaît parce que c'est un des très grands metteurs en scène politisé du cinéma italien des années 60 et 70, que ce soit dans le western avec El Chuncho, Ken Sabe, mais aussi donc plusieurs polars et films de mafia, avec notamment La Mafia fait loi, Seul contre la mafia, qui est je trouve un de ses plus beaux films, et un de ses plus connus, qui est Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, avec Franco Nero, film qu'il a vraiment installé au même titre que les Dino Risi, Elio Petri, comme des grands metteurs en scène vraiment politisés, donc du cinéma italien de son époque. Avec ce film-là, donc c'est un peu, j'ai l'impression, une genre de synthèse du film de mafia donc italien, avant justement que le cinéma donc italien commence à se péter la gueule avec l'arrivée de Berlusconi au mi-temps des années 80, avant que toute la production ne parte un petit peu en sucette. Et dans son film qui effectivement est pas du tout funky, mais qui démontre de manière assez logique et terrifiante l'emprise de ce système-là sur toute la société donc italienne, là en l'occurrence c'est à Palerme, et donc dans le monde sicilien, et un film qui est foncièrement très très amer sur le devenir de l'Italie que voit Damiani dans ce film-là, et ça passe notamment par des principes et des principes de mise en scène, plus que justement par des situations écrites. Docteur. Ouais, c'est vrai que c'est un film assez je dirais pas surprenant pour Damiani, puisqu'on est habitué à quand même que ça soit assez solide, hein, notamment sur le plan scénaristique. Mais c'est surtout, moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs, enfin moi de ce que j'ai vu avec Giuliano Gemma, c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Ça montre aussi la capacité de tous ces acteurs italiens des années 70 à être capables de faire du western, de la comédie érotique, du Dario Argento. Oui, parce que Gemma il a joué dans à peu près tout. Il a fait à peu près tout, et c'était vraiment une belle gueule, quoi, Gemma, quoi. C'est vraiment, c'était une des belles gueules du cinéma italien. Donc un mec avec Testi
gentil. Exactement, un mec à qui on pourrait dire oh bon oui, c'est un bon gars. C'est un beau gosse, c'est tout. Sauf que je trouve qu'il il est particulièrement crédible dans ce film-là. Enfin moi j'y crois. Dès le premier plan là dans la rue avec son pote, où il est pris en fait, où c'est un plan d'ensemble et puis on zoome tranquillement et on ça reste un film italien, énormément de zoom. Et on arrive sur. Ça on aime bien. On arrive. Oui, ils sont pas gênants, ils sont pas. Ah gênants. non, moi j'adore. Et on arrive sur lui au milieu de la foule, voilà. Et ça, j'adore que c'est ce début-là quand tu pars sur une masse et qu'après tu arrives jusqu'à l'acteur qui est au milieu de la masse et du coup il se distingue pas tout de suite. Tu ne vois pas tout de suite. Des plans en plus qui sont beaucoup dans les polars italiens. Complètement. Le zoom très lointain, énorme, petit objectif qui va cadrer sur quelqu'un. Et en fait, dès le départ du film, en fait, c'est un film assez intéressant dans la mesure où c'est marrant, tu sens vraiment que quand tu parlais de synthèse, c'est-à-dire que c'est à la fois il y a un côté très néo-réaliste. Caméra à l'épaule, décor naturel, lumière froide, dimension sociale et politique en l'occurrence très très affirmée. Et en même temps, il y a une espèce de formalisme en fait qui surgit comme ça à certains moments. Et je pense notamment à 2-3 plans en fait, notamment dans la dernière partie du film où il y a 2-3 trucs de montage moi que j'ai trouvé particulièrement bien. Une scène où on passe de la nuit au jour. Avec un gros plan sur une sonnette, ça c'est super ça comme et la scène du coup de feu et la scène du voilà, on va pas trop spoiler mais il y a un coup de feu sur une bordure d'autoroute à un moment donné en flashback, super plan et donc c'est vraiment c'est un film moi que j'ai trouvé formellement assez captivant à regarder et thématiquement je trouve que c'est un film qui est qui est un peu aussi comme les films de Francesco Rosi. Alors Francesco Rosi c'était plus des films à thèse en fait, donc c'était plus des films dossiers, pas des films à thèse mais plutôt des films dossiers, donc très documentés, très touffus. Voilà, là c'est beaucoup plus fictionnel, mais on retrouve quand même cette idée qu'il y avait dans Cadavre exquis notamment, ou dans d'autres films de Rosi, dans Salvatore Giuliano, enfin voilà, des films c'est-à-dire cette idée que effectivement la mafia tient tout le monde du plus petit au plus gros. Et qu'il y a une forme d'absurdité presque surréaliste là-dedans, puisqu'en fait le problème, régime parallèle, les flics qui s'occupent de rien, enfin qui apparaissent, qui disparaissent. En fait, les flics ont l'impression qu'ils viennent compter les morts en fait dans ce film-là. Ils arrivent, ils prennent des photos, il y a le procureur. On voit toute une espèce d'administration, mais qui ne fait rien contre ce système-là. Et les pauvres gens, en fait, sont les cocus de l'histoire et se débrouillent comme ils peuvent, sachant que le problème de Giuliano Gemma, c'est qu'en fait, son nom est sur une liste. Voilà. Et peu importe qu'il soit innocent ou coupable, son nom est sur une liste parce que la mafia a besoin de faire passer un message à l'ensemble de la population. Et donc lui, il essaye de trouver des moyens de plus être sur cette liste. Et en fait, l'enfer dans lequel il se retrouve, c'est marrant parce que c'est une sorte d'enfer administratif, mais criminel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parle à quelqu'un, qui va lui présenter quelqu'un, qui fasse quelque chose. Quoi, c'est-à-dire qu'on retrouve... C'est la bureaucratie. Exactement. On retrouve le même sentiment de bureaucratie écrasante, mais pas au niveau légal, au niveau illégal. Et on voit aussi quelque part la petitesse de ces types justement, et d'ailleurs dans le film il dit les gars qui disent on est des hommes d'honneur, c'est des pitres quoi. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on a affaire à des petits fonctionnaires du crime, Michele Placido, c'est vraiment ça quoi. Et lui aussi est un rôle assez étonnant parce qu'en fait moi, pendant tout le film je me dis mais quel jeu il joue exactement. À certains moments d'autant qu'il est parfait dans le rôle du type agaçant, désagréable. C'est vraiment ce qu'on appelle une gouape, une petite gouape quoi. C'est vraiment la petite frappe qui se prend pour quelqu'un d'autre parce qu'il a un peu de pouvoir, voilà, qui fait un petit chef quoi. Voilà, qui terrorise les gens autour de lui jusqu'au moment où c'est son tour, et qui lui aussi finalement était une sorte de petit fonctionnaire en fait, un peu médiocre, et ça j'ai trouvé que cette espèce de vision de la mafia pas du tout romantique, c'est pas le parrain. Pour moi le parrain c'est du faux romantisme mafieux, parce que c'est du romantisme mafieux, mais c'est comment dire, dans le parrain les personnages se voient en fait comme des figures romantiques. Et si on regarde, les gens qui pensent que Le Parrain 3 est un mauvais film se trompent à mon avis, parce que Le Parrain 3 est le film qui déconstruit et qui montre à quel point en fait c'est des pauvres types en fait, et que c'est des mecs qui meurent tout seuls comme des cons en fait. Oui, mais Le Parrain c'est un film américain, ça parle du c'est un film américain, voilà, c'est aussi ça. Ça parle aussi de l'Amérique, et ça parle aussi, il y a aussi l'histoire de l'American Way of Life, alors que là il y a pas ça. Non. Là on est au pays.
et au pays, c'est inscrit depuis des siècles et des siècles, et ça fait chier tout le monde en fait, quoi. Et même quand on tient une petite boutique, en fait, il y a pas moyen qu'on vous foute la paix 5 minutes, parce qu'il y a toujours un crime dans un coin, il y a toujours quelqu'un qui vient faire pression sur vous, il y a toujours des espèces de menaces voilées. Voilà, moi j'ai trouvé que il y a une espèce de vision presque administrative de la mafia. Je trouve que ça participe beaucoup au côté justement vous faites une sorte de forme de déconstruction en fait du mythe mafieux. Et je trouve que Damiani s'en sort très 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 bien dans ce film-là. Thibaut. Oui, c'est vrai que le premier plan du film, à ce titre, est totalement évocateur. Il est même quasiment exemplaire là, parce que voilà. Comme tu l'as dit, c'est programmatique. C'est exactement, c'est programmatique. On va pas être dans un film dossier. On va pas être non plus dans un film, politique avec un grand P. Voilà. Non. En fait, le politique, comme tu le dis, il est dans la vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est en fait la caméra, elle va choper un individu lambda, comme tu le dis. Et en fait, le film va s'intéresser en fait à la vie de cette personne et de sa famille, mais ne va jamais faire la démonstration implacable, par A plus B des rouages politiques, sociaux, voire religieux de la mafia. En fait, elle est là, elle plane, comme ça. C'est pour ça que le film est ultra menaçant. Surtout que Damiani, je trouve... Alors, il y a certains plans qui sont ultra flippants, mais je trouve qu'il y a une mise en scène... Tu parlais de néoréalisme, un peu naturaliste, où il ne va pas en faire des caisses sur la construction de son cadre ou sur des jeux de montage. Voilà, on reste au plus près des personnages pour montrer en fait la pression et l'horreur en fait que la mafia fait planer chez tous les gens. Alors, et il y a la paranoïa du coup qui vient aussi. Et la paranoïa. Alors il y a 2-3 plans qui jurent un peu. J'utilise le terme jurer un peu entre parenthèses. Qui jure un peu là-dessus, où il y a des gros moments de tension, où il y a le cinéma de genre qui rentre un petit peu en compte. Il y a notamment ce plan absolument terrifiant où le tueur à gages en fait vient dans l'appartement de Nino avec les enfants, avec des chants contre chants, avec les et la place des enfants dans le cadre, là tu te liquéfies. Et puis il y a les enfants qui sont pas dupes en plus, ça c'est aussi un aspect intéressant, c'est que Gemma il est hyper honnête avec sa famille. C'est-à-dire que les enfants savent ce qu'il a fait, quoi. Qu'il est allé en prison, qu'il a volé des voitures, etc. On en reviendra sur l'honnêteté du personnage. Il y a ça, et puis il y a le dernier, pas le dernier tiers du film, mais on va dire le final du film sur une. Alors, faut pas trop spoiler, la campagne. Voilà, une partie de campagne où là voilà, on délaisse un petit peu le milieu urbain, et là on va rentrer un petit peu dans le film. J'ai envie de dire dans la question morale du film, mais pas moraliste. C'est pas un film moraliste, c'est pas un film non plus moralisant. On va pas il n'y a pas d'injonction à la morale, mais c'est la trajectoire morale du personnage qui là va se mettre en jeu. C'est l'impasse en fait. Et va complètement exploser. Mais c'est une version populo de l'impasse. Ouais. Si on y regarde à 2 fois, parce que c'est vraiment ça, c'est un type qui dit stop. Et tout le monde, les gens disent non, tu t'arrêtes pas, il va falloir que tu continues à te comporter comme un criminel, quoi. Tu vois. Et lui il dit non, mais moi je veux pas, je veux avoir une violette. Je pense que quand même, c'est pas un cinéaste moralisateur, mais c'est un cinéaste qui est moraliste, qui a quand même une visée morale dans son personnage, dans ses personnages. La trajectoire des personnages est une trajectoire morale. C'est plutôt de l'éthique que de la morale. C'est plutôt de l'éthique parce qu'en fait, Nino ne veut jamais, donc Nino c'est le prénom du personnage principal, ne lutte coûte que coûte contre le système mafieux. Il veut rester debout coûte que coûte, même s'il a bien sûr des failles, même s'il fait bien sûr des erreurs. Des fêlures. La scène qui explique le titre. Alors, il y a la scène du notaire déjà, il y a la scène du titre hallucinante. Je l'attendais, je me dis il va pas le faire. Bon bref, passons. Mais il est en train un petit peu, il glisse, et jusqu'à ce final montagneux, boueux, venteux, absolument glacial, où là on se rend compte que mais en fait non, il s'est fait rattraper en fait. La trajectoire morale, c'est une trajectoire en fait descendante, et ça c'est absolument terrible. Je pense que le film inéluctable quoi. C'est inéluctable. Tu disais que c'était un petit peu la queue de comète du cinéma italien. Il me semble, en plus le film, je crois n'a pas très bien marché à l'époque inédit en France, c'est la première fois qu'il est édité en Italie, en vidéo chez nous. Donc on est vraiment en queue de comète, mais un film aussi pessimiste, comment tu fais pour que ce soit un succès? C'est pas possible, parce que le film est trop
est trop dur, il est trop gris. Il y a 50 nuances de morale à l'intérieur. Et ça, c'est absolument terrible. Et à contrario, là, le personnage du tueur à gages, qui est un petit peu en fait une espèce d'alter ego, parce que lui, au début, c'est le tueur charismatique, implacable. Tu dis, moi, il fait hyper flipper. Et petit à petit, lui, il essaye de retrouver son humanité avec la scène où on atterrit dans le repas, où en fait on comprend qu'il a une famille. Et scène de famille, ouais. C'est le double de Julien Gemma, en fait. Ouais. Mais en fait, t'as Nino qui est dur comme fer et qui se liquéfie, et puis en fait, à l'inverse, t'avais l'autre qui n'était inhumain et qui va gagner en humanité. Il va tellement gagner en humanité qu'il va devenir totalement pathétique. Et ça, je trouve que la question de ces deux personnages en tant qu'alter ego est hyper bien foutue. C'est d'une écriture absolument ciselée, c'est magnifique. Ouais, puis en plus, le personnage non plus n'est pas dupe des... Enfin, le personnage de Gemma n'est pas dupe des gens qui pourraient l'aider. À un moment donné, il y a sa femme qui lui demande, mais tu pourrais pas aller voir ton ami qui est flic? Il fait, bah non, il me soupçonne. Un flic est un flic, quoi. Ouais. Et juste après, il dit à ce même personnage, j'ai été réduit à l'état de merde. Donc c'est vraiment déjà que c'est un personnage c'est un personnage intelligent en fait. Oui, c'est un personnage intelligent, mais qui c'est pas un innocent, c'est pas un tout le monde est naïf, c'est tout le monde est intelligent. Ouais. Mais c'est vraiment le côté terrible, c'est que déjà il part de pas très haut dans, on va dire, la caste italienne, et au fur et à mesure, comme il est mis sur une kill list de la mafia, s'il veut vivre, il doit lui-même faire des crasses pour le compte de la mafia. Il se rend compte que finalement il devient vraiment genre du lumpen prolétariat. Et pour moi, voilà, il y a vraiment une parabole aussi quelque part sur le capitalisme, c'est-à-dire que oui. quand t'es un pauvre con, t'es un pauvre con et c'est toujours toi qui te fais baiser, quoi. Voilà, quoi. Et parce que t'as pas les armes, parce que t'as pas les connexions, parce que t'as pas les connexions, t'as pas les connaissances, et t'as pas les moyens de pression, surtout que d'autres gens ont, et qu'effectivement même et tu te fais avoir par des gens qui sont comme toi en fait, mais juste un poil au-dessus, par des petits chefs, par des petits ou s'ils sont même pas au-dessus, c'est juste des gens qui sont un poil plus cyniques et qui justement vont réussir à avoir une emprise sur toi. Et puis après, le personnage de Gemma, donc lui aussi devrait prendre une place pour aplatir un autre, et puis ainsi de suite. Il y a une scène qui m'a bien plu justement dans la scène où il rencontre le grand parrain du coin. Il y a une petite réplique, moi j'ai trouvé hyper intelligente, c'est le gars arrache un rideau, c'est dans une espèce de palais en ruine avec des peintures et tout, qui a l'air assez superbe en plus, qui a l'air un peu décati, mais qui a l'air super. Il un truc félinien sur les ruines. Voilà, et il dit on va péter tout, on va casser tout ça et on va construire un bel immeuble de 8 étages. C'est-à-dire que ces mecs en plus qui prétendent faire partie d'un héritage culturel machin, c'est des pognon quoi qu'il arrive, c'est le pognon qui gagne toujours à la fin quoi. Et ça c'est pas cruel en fait, c'est que c'est assez je trouve lucide de montrer les choses comme ça, Après il y a à noter, on parle beaucoup de Nino, du tueur à gages en tant qu'alter ego, mais je trouve qu'il y a deux personnages, enfin en fait on a parlé des enfants qui sont vraiment des personnages à part entière, mais je trouve que le personnage de la femme de Nino et de son sidekick sont extrêmement intéressants, parce que Damiani les fait vraiment exister. Il les caractérise très vite. Il les caractérise. D'ailleurs, l'actrice, je sais plus dans quoi je l'ai vue. Moi je l'ai vue ailleurs. Ils ont tous les deux, ces deux personnages ont un impact sur la trajectoire complètement du personnage principal. Ce sont pas juste des faire-valoir parce qu'il faut un personnage féminin, parce qu'il faut le sidekick encore plus bas que le héros. Pas du tout. En fait, il participe de la trajectoire morale de Nino. C'est eux qui empêchent le personnage de tomber dans la scène plus humaine, justement. Il l'empêche de tomber, il participe de leur réflexion. Et c'est pareil, ils font des erreurs, eux également. Ils sont totalement humains, ils sont totalement vivants. Vas-y. Il joue dans Inferno de Argento. Ah, même année. Et Leonora Giorgi. Elle a joué aussi avec Fellini. Voilà. Ouais, d'accord, parce que c'est un visage que j'ai déjà vu, moi. Donc là, il faut prendre en compte, parce qu'on parlait de Damiani, qui est un très très grand scénariste. Là, le film peut être... Est-ce qu'il peut être complexe? Il y a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés. Des fois, je trouve que les 20 premières minutes, on te donne plein de noms, il se passe plein de trucs. Tu dis, c'est assez exigeant. Là, en fait, tu parlais de la leçon de la mafia, c'est la pieuvre. En fait, on sent vraiment cette espèce de toile d'araignée qui s'étend avec ces informations qui sont divulguées aux spectateurs. Tu fais, oh là là. Le truc qui se passe en arrière-plan, dont le personnage, lui, ça lui passe à côté. Mais on y comprend tout.
parce qu'on y comprend, parce qu'il y a une vraie qualité de scénariste chez Damiani, donc ça fait vraiment comme plaisir. En fait on reste sur le point de vue du perso de Gemma, on découvre aussi tout le reste en même temps que lui, ce qui fait qu'effectivement au début on panne pas grand chose, donc faut pas l'épicer pendant le film parce que sinon tu vas louper faut faire pause, plein d'informations et en fait au fur et à mesure tu vois Ça l'étendue de la chose, ça s'éclaircit, et tu en fait as une vraie empathie avec le personnage parce que tu es vraiment de son point de vue sur l'étendue en fait du système qui te prend au piège. Tu as une empathie avec tous les personnages sauf finalement avec le tueur à gages et avec le parrain local, le Don Vincenzo. Sinon, avec Vincenzo Fabricante, en fait, avec toute la galaxie proche de Nino, t'as une empathie quasi immédiate. En fait, dès le premier plan du film, tu sens que tu vas avoir, que tu vas poursuivre. En fait, la caméra le colle dans la rue. Parfois, la caméra les devance les personnages et tourne au coin d'une rue. Il faut attendre quelques secondes avant que le personnage arrive. Enfin, vraiment, non. Moi, j'ai trouvé même en termes de mise en scène, je trouvais que c'était justement cette espèce de mélange de naturalisme et de formalisme fait que du coup, d'une scène à l'autre, tu sais pas trop ce que tu vas avoir en fait. Formellement, le film est très très étonnant. L'utilisation de la musique, on en parlait un petit peu, qui est superbe, avec parcimonie, avec très très rare. Exactement. Et elle est très rare. Une vision de Palerme. En fait, finalement, on voit pas grand-chose. Pluvieuse, cradingue. Ouais, exactement. Mais en même temps, avec des espèces de beaux restes, avec des espèces de... L'appartement dans lequel il vit, lui, par exemple, qui est une espèce d'appartement dans une espèce d'ancien palais, un peu décati. Donc, il y a aussi cette idée, voilà, que on croit reconnaître un petit peu, à un moment, la cathédrale de Palerme, le cours Victor Emmanuel II. Mais c'est marrant parce que... On croit reconnaître, ou du moins pour ceux qui sont allés... On va en reparler avec le film brésilien, mais pour moi, il y a quand même des similarités entre les deux films en termes de considération de la ville, justement, de ce qu'on montre du Brésil. Ça se passe à Sao Paulo, Paulo et on voit rien de Sao Paulo. Je vous en félicite, monsieur, mais moi j'ai trouvé, c'est comme quoi parfois c'est marrant, tu regardes deux films dos à dos, et en fait deux films qui n'ont rien à voir, qui sont pas de la même époque, qui sont pas du même pays, et en fait tu dis, tu vois des trucs. Voilà. Mais oui, parce que ce sont deux films où des personnages essaient d'exister, et en fait leur condition est trop écrasante pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie. Et ça, c'est... Je sais pas si c'est dommageable. En tout cas, pour eux c'est dommageable. Mais oui, mais en tout cas c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant et c'est vraiment il y a une vision pessimiste du monde. Mais ça nous les rend sympathiques et ça nous les rend sympathiques justement. Parce que ça nous les rend parce que il y a on a envie qu'ils réussissent quoi. Et puis il y a une résilience absolument incroyable complètement sur ces films. Et une intelligence des personnages eux-mêmes toujours. Donc, Un homme à genoux de Damiani qui est ressorti à l'automne dernier en Blu-ray chez Artus Film. Et normalement, il compte continuer à éditer d'autres films de Damiani qui sont encore inédits chez nous. Encore, parce que je pense que Damiani, ça fait vraiment partie des types qu'on est en train de redécouvrir et qui, à mon avis, vont remonter, je pense, dans le panthéon du cinéma italien de cette époque-là. Super blaze, et puis le plus beau blaze du cinéma italien de l'histoire. Double D. On va quitter la Sicile et on va rejoindre le Brésil contemporain avec Baby. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Alcione avec A Volta do Mundo que l'on peut entendre dans Baby, film de Marcello Caetano sorti dans les salles françaises le mois dernier ou un peu plus si je ne m'abuse et qui était au Festival de Cannes l'année dernière à la semaine de la critique. C'est le deuxième long métrage donc, de ce jeune metteur en scène, on va dire, qui a une quarantaine d'années, après un premier long métrage en 2019, Body Electric. Et c'est quelqu'un qui a démarré un petit peu dans le métier en étant assistant et directeur de casting pour Kleber Mendoza Filho, dont nous reparlerons au mois de janvier à l'occasion de son prochain film Agent secret, donc qu'on a très hâte de voir ça. On en parlait hors antenne justement parce que Mendoza Filho, c'est un peu le grand nom du cinéma brésilien des 10 dernières années, on va dire, et qui je pense clairement a drainé un nouveau cinéma brésilien. Et donc Marcello Caetano avec ce film-là, on va dire, s'inscrit dans le cinéma queer ou en tout cas dans le cinéma de culture gay. Ça tombe bien d'ailleurs parce que ce mois-ci c'est le mois des fiertés. Vraiment quelle programmation pensée. Et
Et Caetano voulait faire avec ce film un petit peu prendre le revers de justement pas mal de films sur la culture queer ou bien la culture gay, c'est-à-dire de faire un anti-film de coming out. C'est-à-dire que la question de l'homosexualité du personnage principal et des autres personnages donc qu'il va croiser n'a absolument, on va dire, aucune incidence. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un drame familial. C'est pas un drame dramatique. Voilà, c'est ça. C'est la norme Voilà. C'est la norme sexuelle du film. C'est la norme des personnages donc qu'on croise dans le film, où un jeune homme de 18 ans, Wellington, sort juste de prison, sa famille a disparu, donc on va dire en étant en errance dans les rues de Sao Paulo, il va tomber justement sur une galerie de personnages, et notamment sur un personnage plus âgé que lui, Ronaldo, qui va un petit peu lui apprendre la vie et on va dire dériver avec lui en étant gigolo, en ayant des relations diverses et variées, et en fait va se créer entre les deux une relation d'amour et en même temps d'une certaine manière d'emprise qui va être un peu le nœud dramatique du récit. Et avec ce film-là, donc Marcelo Caetano délivre en fait une genre de déambulation dans Sao Paulo par le prisme d'un nouveau romantisme, on va dire, qui en tout cas ne serait pas les codes d'un film romantique traditionnel de rencontre, d'amour et compagnie, mais d'en faire un film presque mignon, extrêmement solaire, dans un Sao Paulo magnifiquement filmé, dans lequel il intègre pleinement ses personnages. Thibaut. Oui, en plus c'est comme pour Un homme à genoux, où il y avait un Palerme anti-touristique. Ici, c'est un Sao Paulo anti-touristique parce qu'on ne reconnaît absolument rien. Sachant qu'il faut rappeler que Sao Paulo, c'est la ville bourgeoise au Brésil. C'est la grande ville du Sud. Blanche, c'est la ville riche. On ne reconnaît rien du tout. Alors, on se balade, on va dans le bus, on va en boîte de nuit, on va au cinéma. On va dans la rue, mais on ne reconnaît aucun en fait élément palpable touristique de Sao Paulo. Mais en effet, je pense que le but n'est pas là. Si peut-être à un moment on évoque Rio car un voyage est envisagé, on va dire. Pourtant, le film, c'est un film qui est pas qui est bizarre, mais qui aurait pu être bancal, mais qui ne l'est pas du tout. Bancal parce que, en effet, tu parlais de film solaire. En effet, c'est un film d'apprentissage. C'est aussi un beau film sur le couple, comment un couple se construit, comment un couple se détruit, les aléas, voilà, de la vie de couple. Et pourtant, donc quelque chose de très simple. Et pourtant, dès le début du film, et certaines scènes le démontrent par la suite, il y a un petit côté presque arty. Oui. Dans le début, qui peut être un peu sa limite, un peu sa limite, et pourtant je trouve que cette faiblesse devient une force, dans le sens que leur côté arty, je m'explique, on va dire surtout l'introduction, mais un minimalisme des décors, ultra précision du cadre, lumière très léchée, lumière ultra léchée, un jeu sur les couleurs absolument délirant, et pourtant je trouve que la combinaison de la simplicité amoureuse, on va dire, et de l'artiness de la mise en scène prouve en fait une chose, il me semble, c'est que la confiance que le cinéaste a en son propre objet. Donc je trouve ça absolument, à ce niveau-là, je trouve ça absolument fascinant. Il y a un petit côté, c'est un metteur en scène que je rapprochais de Patrick Chia, on en a beaucoup parlé à un moment. On en a parlé en off. Et notamment de Brother of the Night de 2016. Brother of the Night et son documentaire Si c'était de l'amour en 2020 dont on avait parlé ici. On avait parlé, mais c'était pendant le Covid, il me semble. Mais Brother of the Night, on l'avait fait en... Et effectivement, ça se rapproche plus, on va dire, de metteur en scène autrichien, Patrick Chia. Donc c'est vrai que ça se rapprocherait plus formellement de ce cinéma-là, on va dire, que le cinéma de Fassbinder aussi, voilà. Alors, autre grand cinéaste. C'est pas du tout un film Kraspek, on n'est pas non plus chez William Friedkin. Les relations sont moins compliquées que chez Fassbinder, par exemple. Voilà, les relations sont moins compliquées, moins douloureuses aussi. Moins douloureuses et moins violentes. Aussi. Même s'il y a de la violence, par ailleurs. Bien entendu, il y a de la violence. Et juste pour terminer sur le côté arty, il y a donc le générique, et puis je trouve qu'il y a la scène du cinéma. Il y a un côté expérimental qui est... cinéma porno. Voilà, mais avec une... Presque réfénesque. Une texture sonore qui est délirante à ce niveau-là, et puis un jeu sur les ombres, sur les couleurs qui est fascinante, et la scène, sans trop divulgacher, ce que j'appellerais la scène des flics, voilà, où il y a quasi un côté Carpenter qui s'immisce. De menaces extérieures qui arrivent. Donc tu sens les références, tu sens la cinéphilie du réal, mais
la chose qui ressort vraiment, voilà, c'est ce côté simplicité. Voilà, comment un couple se fait et se défait. Superbe scène de bus finale. Superbe scène de danse combat plus tard, avec l'utilisation d'un zoom également. À ce niveau-là, et surtout des très très belles scènes de famille, parce que Wellington, de famille et puis d'amis. Ouais, mais moi c'est surtout les scènes de famille, parce qu'en fait Wellington, du coup, il essaye de retrouver ses parents, mais il y a une famille d'adoption. Voilà, la famille de Ronaldo. Et à ce niveau-là, il y a vraiment l'humanité ici. Déborde du cadre. C'est absolument bouleversant. Et puis après, ça arrive pas mal, ça, en fait, dans le cinéma brésilien contemporain, parce que je me rappelle d'un film qui était sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait Je m'appelle Bagdad, sur une jeune fille qui faisait du skate avec des potes, et c'était pareil, c'était extrêmement chaleureux, avec des scènes de famille dans des appartements qui sont très lumineux. On fait la guitare, on chante, on danse, et c'est un peu le même genre d'esprit, justement. Mais je trouve que ça dialogue, ça contrebalance la situation quand même de ce post-adolescent ou de ce jeune adulte qui en fait sort déjà il sort de cabane, c'est compliqué. De la prison pour mineurs, il sort. Oui. Et puis ce qui fait consistant, il y a une ambiguïté sur l'âge aussi au début du personnage. Et puis là, il trouve pas sa famille, j'ai envie de dire naturelle, biologique, voilà, entre guillemets. Donc tu dis qu'on est quand même sur un terreau dur, et pourtant il évacue très vite ça, parce que Ronaldo va l'amener vers des choses beaucoup plus intéressantes. Alors bien entendu, tout n'est pas rose, hein. Il y a trouver un métier, se faire de l'argent, c'est compliqué, mais la dimension solaire, voilà, rattrape tout et irrigue finalement tout le film, et au final, c'est ce qu'il en ressort. Merci, docteur. Ouais, non, je souscris complètement, hein, et c'est vrai que moi, le film, moi, ce qui m'a plu, c'était justement ce mélange de ce mélange de frontalité et de pudeur. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve qu'il y a un point d'équilibre et qui est d'ailleurs très bien tenu par les deux acteurs principaux. Je trouve qu'ils sont extrêmement attachants très vite. Même si, et en fait, c'est ça le truc, c'est que ça, quand tu disais que c'est un anti-film de coming out, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on a, enfin voilà, en tout cas moi, j'avais un petit peu, tu vois, l'idée, tu vois, forcément de la destinée tragique, et on frôle de temps en temps cette destinée tragique, mais il y a toujours la possibilité que ça ne le soit pas, par justement les amis, par la famille d'adoption, par l'histoire d'amour, en fait. Et donc du coup, il y a cette espèce de mélange de... Moi, j'ai trouvé que par exemple les scènes de sexe étaient à la fois relativement... elles sont frontales sans être crues, en fait, ou sans être... comment dire, sans être, il n'y a pas de voyeurisme. Enfin, moi j'ai trouvé, par exemple, il y a une scène où ils se font payer par un type riche qui est un voyeur, en fait, et toute la scène où les deux hommes se déshabillent, en fait, c'est vu dans le reflet d'une vitre qui se superpose au visage du type en train de les regarder. Là, je trouve qu'il y a un truc de mise en scène qui est assez intéressant. Pareil, il y a une scène avec une scène de sexe avec un type, voilà, qui pèse 120 kilos, hein, et il le dit. Voilà, qui a un physique assez pittoresque, et la scène, il y a 2-3 plans où c'est assez, je dirais pas explicite, mais cru. C'est assez cru. Et tout de suite après, une fois que le sexe est consommé, en fait, ça devient super tendre. Et du coup, il y a cette espèce de mélange, je trouve, entre les deux. Il y a la scène de la boîte de nuit. Ambivalence. Voilà, il y a la scène de la boîte de nuit où tout le monde a l'air de bien s'amuser. On danse sur du Dalida. Voilà, on danse sur du Dalida. Et puis il y a sans oublier quand même, alors même si c'est pas un film politique, mais sans oublier quand même cette histoire de classe sociale, parce que ça vient quand même, parce qu'il y a quand même l'idée de ces mecs riches. Puis de rapport d'argent. Voilà, qui vont s'encanailler, et eux, en fait, voilà, eux se font payer. Parce que il y a des riches pour payer pour avoir du sexe, quoi. Donc notamment à un moment, Wellington rencontre un type qui vit dans une super baraque, et où il pense pendant quelque temps, en fait, que il va qui va monter les échelons de la classe sociale jusqu'à téléphone portable, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait il n'est qu'une chose, en fait, il n'est qu'un objet de consommation. D'où son nom de scène, on va dire baby, justement. Voilà. Il n'est qu'un objet de consommation pour cet homme riche qui par ailleurs a des moments où lui aussi est assez touchant.
en expliquant que lui, il vient d'une autre génération où il fallait se cacher, que les gens de sa génération seraient plus chanceux, ce qui reste à voir évidemment. Hein. Voilà. Et le mec, voilà, en une scène de parking, où le jeune garçon rencontre un de ses anciens collègues détenus, avec qui d'ailleurs il n'a pas de relation amoureuse ou sexuelle, hein. Et on voit la jalousie arriver sur le, c'est-à-dire que voilà, on est en train de lui voler sa chose, son petit jouet en fait, et ça lui plaît pas du tout au riche, et je trouve ça bien. Alors c'est pas de la guerre des classes, parce que ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi clair que ça, mais par contre on sent bien que la dimension sociale, et puis il y a quand même c'est une dimension sociale, puis c'est les rapports de genre et de sexe à l'ère d'un libéralisme. Alors, c'est le capitalisme sexuel. Voilà, exactement. Et les seuls vrais méchants du film pour moi, outre le dealer qui est une petite frappe, mais les seuls qui foutent vraiment les jetons, c'est les flics, qui sont vraiment présentés comme qui sont présentés comme des mafieux, ce qu'ils a priori sont en partie. Au Brésil, quand même les films qui mettent en scène des flics ou qui sont pro-flics, les flics font peur. Ah bah tu regardes Troupe d'élite, oui, je pense à ça, film de Padilla, les flics ils sont un peu flippants quoi. Et là c'est là que c'est terrible, il y a une ironie cruelle quoi dans la scène justement avec les policiers là qui se passe avec une lumière aveuglante de phare sur lui, où on se dit il va se passer quelque chose. Et voilà, et il est sauvé, on va pas dire comment, mais il est sauvé par un truc qui le répugne, et quelque part c'est là où on voit le parallèle entre les deux films. C'est aussi une scène où il se retrouve à genoux et il se retrouve à accepter quelque chose qu'il ne veut pas accepter, parce que par ailleurs, comme le personnage de Junio Gemma, c'est des gens qui viennent du peuple, sont des prolétaires, mais c'est des gens qui sont fiers et qui sont intelligents et qui savent quand ils sont en train de se faire humilier par quelqu'un. Et je trouve que ça donne encore plus d'empathie, et c'est vrai que je trouve que les deux personnages, dans des contextes très différents, les deux personnages ont un certain nombre de points communs, donc vraiment, voilà. Comme quoi on peut tisser des liens entre un film italien de 79 et un film brésilien de 2025 ou 2024. Voilà. La programmation de cette émission. Ah non, mais je n'ai rien à dire, c'est pour ça que c'est toi le chef. Donc, on ferait pas mieux. Hein. Ah là là. On ferait pas la mieux. flagornerie ne te mènera à rien. Non, mais c'est pour que je revienne l'année prochaine, c'est pour ça. Parce que vous ne savez pas, mais chaque année, on est obligé de refaire une lettre de motivation en fait pour avoir le droit de participer à l'émission. C'est Parcoursup. C'est Parcoursup, ouais, c'est ça, exactement. Donc, Baby de Marcelo Caetano. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément Florent. Coup de cœur rapido pour retourner en Italie, pour rester chez Damiano Damiani. Ça va être Seul contre la mafia. Toujours inédit en vidéo chez nous. Hein. Voilà. Un vrai film de combat. Ouais, exactement. Un film terrifiant. Oui. Docteur. Ah, moi, ça va être finalement un double coup de cœur. J'en ai donné 4 tout à l'heure, mais je vais en faire 2. 2 putains de films. C'est pas comme ça que tu vas être embauché. 2 putains de films que j'avais jamais vus, honte à moi, mais qui sont super bien tous les deux. C'est d'une part Le Grand Chantage d'Alexander McKendrick avec un Tony Curtis au top de sa forme et un Burt Lancaster qui est glaçant. Et alors là, pour moi, un film de 57, pour moi, c'est un des meilleurs films sur justement tout l'éventail de la toxicité masculine. Peut-être le meilleur McKendrick. Peut-être le meilleur McKendrick, le moins drôle, mais avec des sales mecs. Mais des sales mecs comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu des sales mecs. Ils sont tous détestables. Ah, ils sont tous détestables, ils sont affreux. Et puis deuxième film, alors là par contre, avec des sales mecs et des braves mecs, c'est La Maison et le Monde de Satyajit Ray, film que j'ai découvert, film sur la politique, sur les mouvements indépendantistes, donc film hyper touffu, hyper exigeant. Par contre, Satyajit Ray, donc super musique, super décor, super lumière, super mise en scène, faussement simple, mais super sophistiqué, super cool. À la fois dans le fond et dans la forme. Merci docteur. Sinon moi ce sera un documentaire, donc il a cassé sa pipe la semaine dernière, Marcel Ophuls, ce grand documentariste français. Paix à son âme. Et donc j'ai enfin vu son documentaire d'une taille normale pour lui de 3h45, Veillée d'armes, histoire du journalisme en temps de guerre. Sur la Bosnie, ça, enfin sur la guerre en Serbie. Sur la première guerre de Yougoslavie au début des années 90, et il en profite pour faire un panorama de manière générale sur le photojournalisme et le reportage en temps de guerre sur différents tas d'opérations. C'est évidemment passionnant, il y a plein de gens qui causent. Il y a tout un discours sur le traitement médiatique avec PPDA, avec BHL, Anne Sinclair. Tous les cuistres qu'on aime bien. Il y a aussi plein de photoreporters merveilleux. Il y a Paul Marchand, il y a Patrick Chauvel. C'est passionnant de bout en bout. Et il y aura moyen de faire des liens avec le De Peretti. Oh oui, ça se bouffe
tout seul. Donc Veillée d'armes, histoire mais de Marcelo journaliste Fulz, en moi temps de guerre. je conseille ardemment. Moi je suis tombé fan de lui en ouais. Le Chagrin et la Pitié et Hôtel Terminus. Ah bah je suis en train de regarder Hôtel Terminus. Hôtel Terminus, c'est quelle affaire. Ah oui, c'est définitif quoi. Comme exactement. genre de documentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Kiyoshi Kurosawa. Merci Margot à la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.